Bonjour, merci de me renouveler votre confiance. C'est un énorme plaisir de vous retrouver. Voici mon vrai visage. C'est un visage de la candeur, de la vérité, de la douceur et d'une certaine hauteur d'analyse. Voilà, et je suis là pour répondre évidemment à toutes vos questions. Je suis là pour échanger avec vous. Vous m'avez posé quelques questions et vous donne aussi mon point de vue sur la marche du monde. Vous savez, quand on vient d'écrire un livre, on a envie que le plus grand nombre le sache. Il y a une communication évidemment qui se déploie autour, mais moi je suis un homme de la communication et je suis un homme de l'écriture, je suis un homme des lettres. J'espère qu'elles seront toujours belles. C'est pour ça que de ma petite tribune, j'essaye de décortiquer, d'analyser, de proposer mes idées au monde. Et merci pour le retour que vous faites. Vous savez, le livre, il est là depuis 3 semaines environ. C'est tout neuf, La France et nous. Et je vous ai dit que pour comprendre ce livre, vous pouvez remplacer France par Occident, France par colonie, France par superpuissance, France par empire, France par tout ce que vous voulez, et vous définissez la relation que vous avez avec. Mais le but n'est pas de parler totalement de ce livre, puisque vous pouvez l'avoir partout. Vous avez mes contacts, il est sur toutes les plateformes. On a un éditeur qui est hyper efficace, qui est en train de travailler. Et sur tout un réseau mondial, les ventes se portent très bien. Je vous en remercie. Mais au-delà de ça, on écrit d'abord juste parce qu'on a envie de donner sa version de la marche du monde. Je vous ai dit que le monde dans lequel on vit est très compliqué. Et chaque jour, on découvre encore plus qu'on s'achemine vers un monde ultra violent, un monde où il faudra beaucoup de médiation, un monde où il faudra beaucoup d'énergie, de sagesse pour que les tensions s'apaisent, s'estompent. C'est un monde où il n'y a plus de patrons. Et les patrons ne veulent pas laisser le monde tel quel. Alors, quel est l'avenir des petits dans un monde où il n'y a plus l'autorité reconnue, où les blocs sont en train de tomber, où chacun veut exister par lui-même? On va retourner soit aux grands ensembles, soit laisser les petites nations n'avoir aucune chance de se développer. Je suis profondément et viscéralement africain. Je suis aussi d'une autre partie un homme du monde, un homme de l'Occident, de l'Orient et de l'Occident. Alors, si je le dis, ne soyez pas choqués, mais c'est parce qu'il faut assumer cette culture aujourd'hui. Et le regard que je pose sur l'avenir de l'Afrique, des Antilles, par rapport à la France, est un regard sincère. On n'a pas la science infuse, mais c'est un regard sincère, concret, pragmatique. Je vous prends un exemple. J'ai suivi, vous savez par exemple qu'aux Antilles en ce moment, ils font des marches pour la vie chère, ce qui est légitime. Et puis derrière, il y a un mouvement sous-entendu qui demande l'indépendance des Antilles. Je ne suis rien. Mais ma conscience d'homme libre et intellectuel me pousse à dire à mes frères antillais, attention, n'empruntez pas ce chemin. Tout de suite, parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'il y a du ressenti, parce que, évidemment, quand on a effacé cette histoire douloureuse ou pas de la colonisation, on a peur. Vous demandez la justice sociale, l'égalité. Vous êtes français.
Je parie que si on pose la même question à la moitié des jeunes Africains aujourd'hui ou à la totalité, qui sont en train de mourir dans le désert et dans des pays où on n'arrive pas à assumer leur minimum vital, pour plusieurs raisons, on va revenir, je suis convaincu que beaucoup d'Antillais, beaucoup d'Africains auraient préféré rester français, ou dans l'Empire anglais, ou bref, dans la colonie. L'indépendance, c'est des 20 mots, c'est beau. Le panafricanisme encore, c'est plus beau. Mais beaucoup se trompent. Le panafricanisme n'est pas une création des Africains. Le panafricanisme est une création des Noirs, américains, jamaïcains, qui avaient pour rêve ultime de rentrer chez eux, le grand retour en Afrique et au Libéria. Et tout ça s'est passé hors de l'Afrique, ça a commencé à Londres. Ça a créé un mouvement plus puissant. Les Dubois, Marcus Garvey, on ne va pas refaire l'histoire. Et puis le mouvement a été repris par la Sagiefo, Kwame Nkrumah plus tard, et tous ces intellectuels africains que je salue. Mais revenons à la base. Pour se sentir libre, il y a beaucoup d'étapes. La première étape, c'est la conscience. Mais quand je regarde avec sérénité la plupart des Africains aujourd'hui ou le management des États africains, est-ce que vous sentez qu'il y a une conscience fondamentale? Il y a une prise de conscience qui amène à la révolte interne qui va démultiplier les neurones pour créer la super-science et la superstructure qui est l'aboutissement de la supraconscience. Soyez honnêtes, hein, je ne veux pas les ressentis panafricanistes du quartier. Là. Est-ce qu'un pays africain aujourd'hui a tous les moyens de pouvoir vivre comme un État autonome, garantir le minimum vital à son peuple, sans l'appui de l'Union européenne, sans l'aide massive de l'Ukraine pour le blé, sans le riz qui vient de Malaisie, sans les patates qui viennent d'Ukraine, sans les motos qui viennent de Chine, sans les babouches qui viennent de Malaisie? Répondez à cette question et franchement, quel est l'État africain aujourd'hui qui est structuré, du moins dans l'espace francophone? Mais je parle à toute l'Afrique parce que mes lives sont traduits en anglais, en tout ce que vous voulez, en chinois. Donc, répondez à cette question et puis on va revenir discuter. Je veux bien. Alors, je disais donc à mes frères antillais, parce que je suis antillais, et c'est pour ça que je suis un homme entier. Je disais à mes frères africains, je ne suis pas l'émissaire de quelqu'un. Je suis un intellectuel de son temps. C'est pour ça que je redis, j'ai écrit ce livre, La France et vous. Analysez vraiment la situation sans battement de cœur, sans excitation. Déjà, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, ils se battent pour la vie chère. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Que les prix qui sont appliqués en métropole devraient être appliqués en Martinique, même pour les petites choses. Ils ont raison, c'est le pouvoir d'achat. Ça veut dire que sur place, depuis 100 ans, depuis qu'ils sont pleinement français et plus, ils n'arrivent pas à trouver un modèle économique sur place qui leur permet de parler d'autonomie. Les œufs, même le lait, doit prendre le bateau. Et c'est dans ces conditions que j'ai écouté quelques voix de Guadeloupe venir, ils profitent gracieusement à Paris de leur petite rente. Mais ils disent sur les médias, ils disent sur les réseaux, vive la Guadeloupe indépendante. N'empruntez pas ce chemin, du moins pas tout de suite. Vous êtes plus intelligent qu'Aimé Césaire? Vous voulez me faire croire que Aimé Césaire, le génie absolu des Antilles et de l'Afrique, le héros de la négritude, n'avait pas vu ça venir? Alors, donc, c'est un peu ça le débat aujourd'hui.
Et ça, j'interpelle vraiment tous les entiers. Nous n'avons plus l'heure de l'excitation, hein. Les réseaux sociaux où on veut des millions de vues parce qu'on dit des trucs qui plaisent. Mais vraiment, une fois dans vos chambres, reprenez-vous et regardez. Si vous n'arrivez pas déjà à être autonome dans le ventre, vous allez être autonome comment? Quel est l'État qui sortira si vous sortez de votre empire français? Quel est l'État qui va venir dire on aide la Guadeloupe, on aide les Antilles, on aide la Martinique à se développer? J'aime trop. Quoi qu'on dise, je ne suis pas victime de l'histoire et j'assume l'histoire qui s'est passée. Je considère que c'est ma famille, c'est mes grands-parents, c'est mes frères qui y sont. Les gens qui sont aux Antilles ne sont pas tombés du ciel. C'est des Africains. C'est moi qui me suis démultiplié dans la douleur. Donc, une fois qu'on a dit ça, je reviens sur la thématique centrale de l'ouvrage aujourd'hui. C'est qu'en réalité, Césaire était très malin, pour ne pas dire très intelligent. Il a dénoncé le manque de dignité, les droits humains piétinés, l'homme noir écrasé. Il a dit que le nègre vous emmerde parce que ses valeurs ne sont pas reconnues. Mais pourquoi vous ne vous battez pas pour que ce soit reconnu? La dignité, mais toujours dans votre empire, vous êtes français. Battez-vous comme le font les Bretons quand ils revendiquent. Battez-vous comme le font les Corses, avec plus de force, mais la détermination. Si les Corses sentaient qu'ils peuvent être autonomes seuls dans leur coin parce qu'ils sont collés un peu à l'Italie, c'est qu'ils seraient partis. La vie, la géopolitique est plus complexe que ça. Et j'en parle parce que l'Afrique est en train de payer aujourd'hui le lourd tribut de cette fausse croyance qu'on peut se lever un matin et dire qu'on est indépendant et on devient indépendant. Vous ne pouvez pas encore. Ce n'est pas infantilisant, c'est honnête. Quand Mao a pris le pouvoir en 1948 en Chine, il a regardé l'état de la Chine. Une Chine qui était sous la coupole de la chrétienté. Les prières, les églises étaient à chaque carrefour. On convertissait les Chinois à la religion chrétienne par un bol de riz. On les affamait. Ils étaient morts. Quand ils fuyaient là-bas la misère parce qu'un bol de riz les attendait pour être baptisés chrétiens, ici on leur mettait l'opium. L'opium. La drogue. Et c'est ce peuple écrasé, martyrisé, qu'il fallait reconstruire. Et ils sont passés par beaucoup d'étapes. Et je peux vous dire que ce n'est pas fini jusqu'aujourd'hui, mais c'est maintenant. Faites un exemple. De 1948 à 2004, comptez le nombre d'années qu'il a fallu à la Chine pour que la Chine commence à lever la tête. Entre-temps, qu'a fait la Chine? Prise de conscience, introspection spirituelle, réparation psychodramatique. S'arrimer à toutes les autres nations fortes, faire les morts, le temps de la science. Et quand la Chine a commencé à pouvoir comprendre la mystique qu'il y a à monter une usine, à former ses savants, à envoyer ses élites, ils ont commencé à domestiquer la pensée, à domestiquer les savoirs, à domestiquer la psycho-para-spiritualité chinoise. Il y a beaucoup d'Africains qui quittent ici, qui arrivent en Chine et comment à dire merci Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas là-bas.
Il faut que l'Africain apprenne à être d'abord moins émotif, à régler ses pansements et ses blessures émotivo-dramatiques. Il n'y a personne qui vit dans le ciel pour lui. Il y a un récit qui a été historico-colonial, esclavagisant. Maintenant, quand on est autonome, on n'a besoin de personne. La plupart, c'est choquant, la plupart d'Africains se comportent encore comme des bébés. Ils sont dans des prières. Ils ont un rapport au sacré, mais qui ne leur appartient pas, en détruisant leurs propres valeurs. Pour que la Chine soit là, la Chine est elle-même. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est fermée. La Chine n'est pas fermée. Elle a appelé le monde entier venir. Et pour appeler le monde entier chez toi, il faut beaucoup de qualités. Parmi ces qualités, il y a l'humilité. Il y a l'acceptation de la domination soudaine, pas pérenne des autres. Parce qu'on a un but, c'est de voir, de prendre, de regarder ce que l'autre a fait, parce qu'il a une avance. Les gens sont peut-être d'accord ou pas avec ce livre. Lisez-le, vous êtes en train de le prendre. Revenez, on en parle. C'est le livre de ma vie, c'est le livre de la vérité. Voilà. Et ceux qui ont le livre sont déjà dans ce débat que je lance, ce grand débat, sur notre identité réelle. Il y a beaucoup de panafricanistes, j'en connais un particulièrement, qui est pasteur de l'église du réveil de Jésus-Christ à Douala. Et il est président d'un parti politique et il dit qu'il est panafricaniste, il ne veut pas la colonie, mais il est dans la colonie. Est-ce que l'Africain a pris conscience de ce que c'est que l'indépendance? Alors au lieu de perdre du temps, et de perdre le temps à toutes les générations, là, envoyer nos gens ici, nos enfants étudier pour rien. Et la stylistique, et la danse classique, et la linguistique, et la domotique, et des choses qu'on ne peut pas tiquer ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? J'ai parlé l'autre jour de Singapour, qui est un rocher. Un rocher. Singapour est plus pauvre que le Niger, 100 fois plus pauvre. Le Niger a l'uranium. C'est incroyable. C'est incroyable. Singapour est un rocher et un vieux Lee Kuan Yew arrive au pouvoir, un homme, en 1965, c'est-à-dire 5 ans après la plupart des pays africains. Donc quand les pays africains, comme le Cameroun, le Gabon, tous ces pays, la Côte d'Ivoire, quand les pays africains accédaient à l'indépendance, pour la plupart, Singapour n'existait pas. Le nom même, c'est Singapour, pauvre. Et puis un homme arrive, il dit non, on peut inverser ça. Je peux parler de ça, je peux parler de la Corée. Pendant 30 ans, il a envoyé tous les Singapouriens aller quêter, aller prendre, aller voler, aller copier, avec la fierté de rentrer même par la famine absolue. Et quand ils sont rentrés à Singapour, ils ont implémenté ce qu'ils ont vu dans les meilleures universités anglaises, françaises, américaines. Et ils ont dématérialisé la pensée. Et on a réglé le problème, du complexe. On a réglé le problème de la spiritualité. Parce que vous ne pouvez pas être dépendant, attaché aux choses que vous faites là, au Congo et partout, et croire que vous allez être libre. Vous ne pouvez pas être dans les chapelles et vouloir l'indépendance. Les chapelets sont une prison mentale.
Alors, le miracle singapourien, c'est que les Singapouriens se sont créés une identité. Ils ont pris les savoirs qu'ils ont vus. Ils ont imposé un plan de développement à leurs enfants. À Singapour, les enfants dorment 3 heures par jour. Quand ils font le bac là-bas, l'armée sort. Le dernier au bac à Singapour a souvent 17 sur 20. 17, il est dernier. On a élevé les standards. À Singapour, c'est l'une des places financières les plus fortes du monde. Tout le monde vient mettre son argent là-bas parce qu'il y a la sécurité. Vous pouvez m'appeler après, s'il vous plaît. Je suis en live. Je sais que les gens... Écoutez, allez sur les plateformes, vous tapez directement pour ceux qui veulent le livre. Amazon, Fnac, mon éditeur Baudelaire, tout ça, vous allez voir. Sciences Po, Gallimard, vous allez partout, achète. Et puis, ou bien vous m'écrivez inbox. Vous avez mes numéros de téléphone. Élevons les standards. Alors, de quoi la France est victime aujourd'hui? De sa mauvaise prestation elle-même peut-être. Elle a du mal à communiquer parce qu'elle n'a pas su aussi amorcer. C'est pas facile ces rapports-là. Quelqu'un qui vient chez vous, c'était pas les seuls. D'ailleurs, les Portugais qui ont commencé ce business d'aller coloniser les gens là ont disparu. Aujourd'hui, ils sont les élèves de l'Angola. Ils sont les petits, les petits assistants du Brésil. J'ai vu des Portugais en Guinée équatoriale quand j'ai eu la chance de travailler avec le président équato-guinéen comme conseiller. Donc, la nature humaine peut s'inverser. C'est ce que je voulais dire. Alors, le discours, c'est la France a fait la même chose. On peut aimer la France ou pas. Ça, moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je vous laisse ça vos sentiments. Mais la France avait un rêve avec la violence qui va avec. C'est l'histoire. L'histoire n'est pas du bisou. L'histoire est parfois délicate parce que violente. L'affrontement des peuples, des civilisations, des cultures. Même quand vous faites un mariage, au début, quand vous allez doter une femme, même si vous rentrez avec la femme, la famille, la belle famille vous terrasse, on vous menace. Donc, aucun rapport humain n'est violent. C'est pour ça qu'on parle de la haute science de la médiation. On n'était pas prêts. Nos ancêtres n'étaient pas prêts. Nos parents n'étaient pas prêts. Les Français n'étaient pas prêts. Les Anglais n'étaient pas prêts. Tout le monde allait vers une nouvelle aventure. Les autres voulaient du capitalisme. Les autres voulaient de la chair humaine. Les autres voulaient. Chacun voulait. Et on n'a pas demandé la vie aux Africains qu'on a trouvés sur les rivages. D'accord? Alors, avançons. Parce que je ne mets pas long. La France, juste après les indépendances, a décidé d'amener le fleuron de ces industries en Afrique. Et particulièrement dans un pays aujourd'hui qui se plaint beaucoup, le Cameroun. Et je pense que c'est là qu'on a raté le premier déclic du développement. La France a délocalisé les 3/4 de ses entreprises stratégiques au Cameroun. Elle n'avait jamais fait ça dans le monde. À l'UQAM, si vous voulez, je vous donne le nom. À l'UQAM a été créé en 1956 ou un peu avant. Et c'était quoi à l'UQAM? C'est inimaginable aujourd'hui parce que tout le monde voit ce que les gens font, les Européens font en Chine. On oublie de dire que la France a fait 10 fois plus. Mais en Afrique, chez les Noirs, si tu ne crois pas en quelqu'un, si tu ne crois pas en l'avenir, tu ne peux pas faire ce genre d'effort. L'industrialisation qu'on cherche aujourd'hui, on n'arrive pas à visser même un clou. On avait déjà ça en 1956, avant les indépendances. À l'UQAM était la première grosse industrie en Afrique. Je n'ai pas dit en Afrique noire, je dis en Afrique. Et c'est Péchiné
qui était le numéro 1 mondial de l'aluminium, qui a décidé d'aller s'installer, de faire sa plus grande base mondiale. On a fermé des emplois en France pour aller s'installer à Idéa, au Cameroun. Je peux vous citer d'autres entreprises, celui Cam, tout ce que vous voulez, Socapal. Alors, là où l'émotion n'est pas une bonne conseillère, c'est que les jeunes Africains qui étaient en France ou qui étaient sur place ont commencé leur quête identitaire en voulant et en réclamant l'indépendance. Ce qui est juste, je suis le descendant d'un des plus puissants indépendantistes africains. Un descendant direct. Est-ce que mon grand-père avait raison? Je dis oui. Mais la manière était-elle bonne? On peut poser des questions. Ça a mené des conflits, des pertes de temps. Et puis, avançons. À l'UQAM est donc libre. Le Cameroun est indépendant. Et qu'est-ce qu'on fait? On chasse tous les coopérants. On chasse le blanc. Le noir ne sait pas cacher ses haines. Ce que le Chinois a fait là-bas, où le Chinois s'est tué pendant plus de 60 ans, parce qu'il apprend. Le noir n'a jamais le temps d'apprendre. Vous savez, quand j'arrive dans mon village, dès que je veux réunir 2 ou 3 jeunes, ah, laisse-nous ça. Le laisse-nous ça est en train de coûter cher à des milliers de millions d'Africains, de jeunes Africains aujourd'hui, qui sont en train de subir le manque de science, de technologie, d'intellectualité, de grandeur, de savants. On a été flatté par le discours de ces aînés qui voulaient juste rentrer occuper des postes, pour eux, leur famille, les privilèges, les clans, le tribalisme. On a été flatté par cette petite élite qui ne servait pratiquement à rien, qui est consciente qu'elle ne peut rien, même pas goudronner 1 kilomètre de route, qui est consciente qu'elle ne peut pas enseigner. Elle a la volonté. Quand on est venu étudier la sémiologie et Wondo à Paris, on est bien fiers d'aller être professeur à l'université, mais de rien du tout. Parce qu'on n'a pas acquis la science fondamentale appliquée. Jusqu'à dans les années 80, des écoles comme Polytech, qui a formé de très grands ingénieurs, étaient encore sous la coupole des directeurs français. On n'achetait pas de place à Polytech. On n'achetait pas de place dans les grandes écoles. On ne payait aucune place au CUS. Quoi qu'on dise, la corruption existe partout. Mais vous voyez comment les Blancs luttent contre la corruption. Mentale, pécuniaire, philosophique, spirituelle. D'accord? Ça nous manque, ça. Le noir est facilement corruptible par lui-même. Il amène toujours son frère. On fait payer les factures aux frères. On crée un homme d'affaires qui n'a même pas le CP. On lui donne des milliards parce qu'il est frère. Ça existe partout, même aux États-Unis. Mais quand on t'attrape, tu as 130 ans de prison. Quand on t'attrape parce que tu violes les enfants, tu as 150 ans de prison, même aux États-Unis. Quand on t'attrape que tu t'appelles l'abbé Pierre en France, même si tu as créé les écoles, même si tu as créé des logements, dès qu'on t'attrape parce que tu violais les petits garçons, les petites filles, on enlève ton nom partout, on efface de l'histoire. C'est ça la justice sociale, c'est ça la justice spirituelle, c'est ça le semblant d'égalité que les enfants viennent chercher en Europe. Nos enfants viennent chercher en France, nos enfants viennent chercher au Canada, nos enfants viennent chercher en Australie, en Belgique, le semblant de rêve. Il n'y a plus de rêve. Mais comment vous voulez avoir de rêve dans nos pays quand on ne sait même pas où on va?
Je suis un homme politique de premier plan. J'assume ce que je dis. Dans les pays africains, quand vous vous baladez, vous ne savez pas où on va. La jeunesse est perdue. Les dirigeants vieux sont perdus. Les gens, tout le monde, personne ne sait ce qu'il faut faire. Et dès qu'on veut, on demande de l'aide. Je vous pose une question avant de partir. On continuera plus tard. On continuera plus tard. Vous croyez sincèrement. Laissons peut-être, même les pays anglophones que vous citez là, vous oubliez de dire que le Rwanda, c'est les puissances financières mondiales. C'est les États-Unis qui gèrent, qui mettent de l'ordre, qui orientent, qui dirigent la finance et le capital. Vous n'êtes pas honnête. Pourquoi l'Africain a un plaisir malin à vouloir s'affirmer comme c'est moi, c'est chez moi, alors qu'il ne peut rien faire? Vous ne pouvez pas goudronner vos routes. Vous ne pouvez même pas construire un hôpital. Vous avez besoin des dons. Dans mon village, on est obligé de donner 30 000 hectares de terre à Bolloré pour planter le palmier. Ça veut dire que de l'autre côté, il y a la PHP qui a pris 100 000 hectares de force. Mais parce que pour planter la banane, parce que les gens ne peuvent pas penser par eux-mêmes on forme des ingénieurs à l'IRA, à tout ça, à Chang. Ils sortent, ils veulent être nommés dans des bureaux. Où est la politique de l'État de donner des parcelles aux ingénieurs qui eux-mêmes plantent la banane, on met de l'argent et ça devient du capital. Nos États sont très faibles parce qu'inexistants. Inexistants parce que pas pensés. Il n'y a pas encore la pensée des pays. Les gens nous parlent par exemple de la monnaie. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais pour avoir la monnaie, vous savez que la monnaie va avec tout. J'ai la chance de côtoyer les plus grands financiers du monde, parmi lesquels Mathieu Manding, mon ami, mon frère, patron PCA de plus de 4 groupes de banques, dont Standard Chartered et à l'île Maurice et en Côte d'Ivoire. Alors, l'Afrique ne peut pas avoir de la finance parce qu'il faut 2 pôles. Il faut un pôle budgétaire et un pôle monétaire. On ne peut pas parler de ministre de Finances dans nos pays. On n'a pas de politique monétaire, on n'a que de politique budgétaire. Notre finance, qu'on dit là, ce n'est que le budget. Aller ponctionner, aller arracher, aller presser, et les petits commerçants, et les petits ceci, et les importations. Vous ne pouvez pas avoir de la monnaie. La monnaie, c'est un tout. Donc, ça porte le circuit économique. Vous vendez quoi? Voilà le Nigeria qui est en train de s'écrouler. Ils sortent d'une grave crise. Le président nigérien était l'autre jour aux États-Unis. En 10 minutes, les Nigériens ont levé 10 millions de dollars pour lui, pour aider le Nigeria. Parce que le Nigeria, ils ne produisent rien. Alors que c'est la superpuissance africaine. Il y a des semblants. Ce n'est pas parce que vous dansez Davido en boîte que vous croyez que c'est un pays développé. C'est un pays déstructuré. Aliko Dangote est en train de monter la première raffinerie. Il commence à se battre pour chercher quelque chose, mais c'est un long processus. Si vous n'avez rien à vendre, quand vous mettez le dollar ou le oumiobe, vous ne pouvez rien faire de ça parce que vous n'avez rien à vendre. Vous avez tout à importer. Le CFA même, et c'est là où je rejoins souvent le président Ouattara, même si beaucoup ne comprennent pas, on ne fait pas la politique pour le populisme. Hein. Peut-être c'est encore la meilleure solution. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser. Développez donc votre tissu économique. Développez vos petites industries. J'ai eu la chance d'aller en Inde et j'ai compris comment, déjà le microcrédit avec Younous, certains disent que ce n'est pas lui qui a créé, ce n'est pas un débat ici, mais en Inde, tous les Indiens se sont spécialisés sur l'ordinateur. Ils sont devenus ingénieurs dans les villages. Tu entres dans un village comme l'Urbajek,
ou l'Orbatindi, tu trouves 1000 ingénieurs assis au sol, en train de rafistoler leurs petits ordinateurs. Quand tu sais rafistoler l'ordinateur, tu as la lumière. Quand tu sais connecter un ordinateur, tu as l'eau, tu as l'agriculture. Et c'est comme ça que les villages indiens ont commencé par l'ordinateur. On n'a pas besoin. Dieu aime tellement l'Afrique qu'il est même fâché. Il nous tourne le dos. Et la seule manière de s'en sortir, c'est de se taire. Aller embrasser un pays qui sait le faire. Et vous renégocier les conditions de se remettre ensemble. Une Afrique isolée, une Afrique de la guerre. Et voilà ce qui est magique en Afrique. Vous avez des pays comme le Niger, le Mali, tout ça, des grands pays. Mais sincèrement, vous ne voyez pas que si ces gens-là s'associent et travaillent, mais avec les autres, ils vont gagner 50 ans. Pourquoi perdre le temps? Pourquoi perdre 50 ans? Parce qu'on est révolutionnaire. Vous avez suivi les Chinois faire la guerre? Les Chinois ont fait la guerre à la France? À l'Allemagne? Alors, les intellectuels africains ont peur de porter ce discours. Parce qu'il faut être calé, hein, intellectuellement. Moi, j'ai des arguments. D'ailleurs, je reviens. Je vous dis, prenez ce livre. On a tout le temps d'en débattre. C'est une thèse forte et violente. On ne doit pas avoir peur d'affronter l'avenir. Ne vivons plus de peur. Pourquoi vos enfants sont cachés en Belgique? Pourquoi vos enfants sont cachés au Canada, cachés en France? Mais vous tenez un double discours, on n'aime pas. Quelle est la famille africaine aujourd'hui qui n'a pas un parent en Europe? Quelle est la famille africaine aujourd'hui qui n'a pas envoyé ses enfants se battre? On envoie les enfants se battre, donc mourir même au désert s'ils peuvent, à condition qu'ils envoient l'argent. Parce que sur place, vivre est impossible. Parce que si l'Afrique réussit un jour à transformer, à avoir la magie pour transformer son propre diamant, l'or, le bois, vous allez voir que le miracle. Et c'est comme si on paye certains Africains qui jouent les indépendantistes de freiner cet élan de développement. On ne peut pas se développer en faisant du bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Hein? Vous connaissez, non? On ne peut pas vouloir se développer en faisant les guerres en même temps. C'est pour ça que je serais bien venu au Mali pour leur dire, vous allez perdre 100 ans encore. Taisez-vous, regardez, voyez, cherchez. Et Barack Obama dit un truc formidable. Pour se développer, on n'a pas besoin d'abord de la militarisation. C'est l'erreur. C'est d'abord l'industrie. Quand tu as l'industrie, ça accouche les armes, puisque c'est toi-même qui fabrique. Quelle est l'armée africaine qui fabrique même une bougie? Vous savez que dans chaque armée, le premier pôle de dépense, c'est la recherche, c'est la science. Chaque armée a d'abord un département de développement. En Afrique, c'est les armées de fantassins. On achète les armes, on nous prête les armes, on donne l'or. On prête les armes, on donne le pétrole. Et c'est le travail de la Russie que j'accuse ici, directement. Je ne dis pas que les autres sont meilleurs, mais je n'ai plus envie de voir l'Afrique empêtrée dans des guerres de souveraineté. La vraie souveraineté, c'est quand le peuple mange ce qu'il a cultivé. C'est quand le peuple mange ce qu'il produit. C'est quand le peuple roule dans ses voitures, ses motos. C'est quand le peuple a son système éducatif. C'est quand le peuple sait comment puiser l'eau, comment soigner les gens. C'est une réflexion. C'est une réflexion profonde. Et je suis profondément déçu de la tournure. Parce que
Quand on regarde la tournure que prennent les événements, c'est le désespoir total en Afrique. Les gens ne sont pas honnêtes avec vous. Vos dirigeants même ne sont pas honnêtes, mais ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Ne voyez pas les ministres essayer de venir nous imiter en mettant de belles vestes à Paris. Ils ne valent rien du tout. Les chefs d'État non plus. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne savent pas. Ils veulent peut-être, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. J'ai beaucoup de respect pour des pays comme la Côte d'Ivoire. Et j'ai posé une question hier. Vous pouvez comparer la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, de Ouattara aujourd'hui, avec la Guinée de Sékou Touré, le non à De Gaulle, juste parce qu'on a dit non. Et après, what? C'est quoi la fierté? Dis non. Mais vous savez que j'ai des enfants aussi. Mes fils aujourd'hui me disent non. Pour tout. Et après, ils reviennent, ils sentent ils ne savent rien. La guerre avec, pas le père, mais la guerre avec celui qui a, est une guerre inutile. Il faut se battre pour acquérir la mystique, la spiritualité, le savoir, la supraconscience et puis l'esprit. D'accord? On n'arrive pas. Ce message est valable pour les Antilles, peuple antillais, peuple africain, noir du monde entier. Prenez le temps d'apprendre. Je vais sortir de là par un truc plus léger. Regardez ce que fait P. Diddy. Vous entassez des milliards du showbiz, le hip-hop et des crimes cachés. Vous n'investissez pas là où il faut. Vous n'aidez même pas votre pays d'arrière, l'Afrique. Vous voyez un juif milliardaire dans n'importe quelle partie du monde qui n'aide pas un peu Israël. Ah, vous voulez l'huile d'olive d'Israël? Qui cultive l'huile d'olive là-bas? Alors, donc, il faut que l'Africain sache que partout où il est un ambassadeur pour son continent. Partout où les Noirs sont, il faut qu'il pense à aider. Comment faire pour envoyer un bic, un stylo bic à un enfant en Haïti? Comment aller construire une école à Haïti? Comment développer une usine aux Antilles? Comment ouvrir des universités de qualité en Guyane? Vous n'allez pas vous lever. Regardez ce que les Kanaks ont fait. La Nouvelle-Calédonie, on veut l'indépendance. Quand on arrive, on trouve les Noirs avec les barbes qui vivent dans les montagnes, ils mangent leur taro, ils disent qu'ils sont autonomes. Mais vous pouvez construire un pays, mes chers frères Kanaks? Vous voulez construire quel pays? De cocotiers, de taro? Vous voulez aller en Australie? Les aborigènes là-bas, vos cousins vivent mieux? Partagez. C'est là le débat. Il faut bien me saisir. Il faut qu'on réfléchisse à s'asseoir, à repartir ce qui a été injustement mal partagé. À dire à celui qui t'amène la machine que non, moi j'ai la terre, toi tu as la machine, et repartissons net. L'Africain est un grand commercial pour les usines du monde entier, même quand il est riche. Quand il est à l'école, quand il est allé à l'école, il devient patron, directeur de marketing chez Total. Donc il vend toujours. Et je vais sortir de là en disant que j'ai vu au Cameroun que c'est la Caisse française de développement qui fait les caniveaux et les forages. Je vous donne une ville, vous allez vérifier, Berthois. Je m'arrête là. Nous sommes indépendants, mais c'est la Caisse française de développement. La suite. Alors, mon numéro, c'est le 06 99 33 83 93. Un noir libre est un noir décomplexé. Je suis heureux d'avoir produit cet ouvrage. Jugez-le et revenez, on en parle.
écrivez-moi. Je vous aime. Bonne soirée.